Saviez-vous que nos proches âgés raffolent des effleurages au pinceau sur leur peau fragile ? Eh oui, dans le monde tumultueux d'aujourd'hui, les relations humaines et les soins attentifs prennent souvent une place secondaire. Alors je suis allée à la rencontre d'Ariane Rose, psycho-socio-esthéticienne, qui nous éclaire sur un métier aussi rare que précieux. On va explorer ensemble l'importance du toucher hépatique, empathique, thérapeutique, la prise en compte de l'état psy et social, et puis de la thymie. Vous ne savez pas ce que c'est ? Moi non plus, avant d'interviewer Ariane. Laissez-vous guider et bonne écoute. Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 4 de Sweet Papy Podcast. Tisser les liens. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Bonjour Ariane, ravie de te recevoir ici dans Sweet Papy Podcast. On va aller directement au but. Moi, je t'ai contacté pour le mot déjà de le nom de ta société parce que j'aimais bien. Est-ce que tu peux le redire et expliquer déjà pourquoi ça s'appelle comme ça et qui tu es ensuite? Bien sûr. Alors, ma société s'appelle Estimi, Estime et Esthétique. Donc, Estimi, parce que par rapport à mon métier de psychosocio-esthéticienne, où tout est basé sur la bienveillance, le travail d'estime de soi, sur la base de l'outil esthétique, pour allier esthétique et estime. Et en plus, Timi, dans le terme, on va dire, médical, ça veut dire l'humeur. Donc la thymie, l'humeur. Donc j'aimais bien cette idée que les trois choses soient assemblées en un mot assez plaisant à l'oreille. Alors c'est relié à quel métier, qui est un métier bien particulier? Je suis psychosocio-esthéticienne. On entend aussi beaucoup le terme socio-esthéticienne. Donc c'est un métier qui est basé essentiellement sur le toucher. Et on fait des soins esthétiques, de la médiation corporelle auprès des personnes fragilisées. Voilà, ça c'est on va dire la définition la plus courte de mon métier. Donc quand on dit personnes fragilisées, bon évidemment on pense beaucoup aux personnes âgées, mais il y a aussi toutes les autres fragilités, personnes qui sont fragilisées par le handicap, par un parcours de vie compliqué, par la précarité par exemple, par la maladie. Quand on parle de psycho, ça veut dire qu'il y a un soutien psychologique ? Psycho, parce qu'effectivement, dans notre travail qui est basé sur le toucher, il y a également un élément très très important, c'est l'écoute active. Et dans cette écoute active, on va vraiment personnaliser notre soin et on va travailler sur tout ce qui est écoute pour essayer de cerner un peu l'état psychique de la personne. On va être là par notre écoute et aussi par nos actions, notre toucher, nos paroles, puisqu'on crée du lien social aussi pendant les soins, de travailler sur tout ce qui est angoisse, perte de confiance. Voilà, donc ça c'est le côté psycho. Le côté socio, ça va être sur la santé sociale de la personne, puisque la psychosocio-esthétique c'est vraiment une approche globale de la personne sur sa santé mentale, sa santé sociale. Donc on va essayer de voir par rapport à son environnement qu'est-ce que l'on peut apporter, qu'est-ce qui lui manque. Par exemple, si c'est une personne qui est très isolée, on va travailler aussi là-dessus
par le biais de nos séances. Et puis le côté esthétique, bien sûr, hein, donc le côté esthétique, le côté de la peau, de l'organe de la peau. Notre but premier, oui, c'est le confort cutané aussi. C'est de prendre soin. Le prendre soin, Ouais, le bien-être. sous différents aspects, hein, le bien-être, le mieux-être, sur l'aspect hygiène aussi, Oui. parce que on a aussi un travail chez certaines personnes de sensibilisation à l'hygiène. Voilà, et surtout les peaux qui sont fatiguées, les peaux qui sont fragilisées, notamment chez les personnes âgées par exemple. La peau change, la peau est beaucoup plus fragile, fine, sèche. Donc on va travailler aussi sur cette restauration du confort cutané. Est-ce qu'il y a des parties du corps en particulier qui sont concernées? Est-ce que, par exemple, c'est que le visage ou ça peut être que les mains, le visage, les mains et les pieds et pas d'autres parties? Comment tu agis, toi, par rapport aux personnes? Je dirais, en fait, c'est tout le corps, hein, où je me situe, dans quel endroit, quand je procède aux soins. C'est moi qui me déplace au sein des structures. Ouais, ou à domicile aussi? Ouais, alors, le domicile, ça fait peut-être 20% de mon activité. D'accord, ok. Le reste sont des EHPAD ou des centres? Ouais. Voilà, des foyers d'accueil médicalisés, des EHPAD, des petites unités de vie qui sont un peu des alternatives à la maison de retraite. Donc ça dépend de là où je suis. Voilà, il y a des structures où je vais avoir la salle au calme avec la table de massage. Donc là c'est parfait. On peut faire un soin du corps, on peut faire un massage du dos. Et puis dans d'autres structures, j'aurais que un fauteuil qui se penche un peu. Au pire, juste une chaise. Donc et puis par rapport au domicile des personnes aussi, c'est selon comment elles sont installées ou où elles peuvent me recevoir. Le soin du corps global est pas toujours évident. Donc c'est souvent le massage, le toucher du visage, des mains, des bras, des pieds. Et le dos, on va dire le massage du dos assis. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de restriction au niveau des zones de soins et de massage. Alors moi j'avais une question parce que c'était pas ton premier métier. Effectivement, Donc tu as fait un gros switch. Donc j'ai fait un gros switch. C'est une reconversion professionnelle puisqu'avant, effectivement, Anne, j'étais dans les bureaux. J'étais cadre dans des sociétés de gestion financière. Donc rien à voir du tout avec ce que je fais maintenant. Puis je voulais au départ un accompagnement vers les personnes âgées. Et puis en cherchant, je suis tombée sur un descriptif du métier de socio-esthéticienne que je ne connaissais pas du tout. Qui est récent finalement, non? En fait, c'est pas si récent que ça. Bon, j'ai fait mon CAP esthétique parce qu'il faut ça au départ pour pouvoir après suivre une formation en socio-esthétique. J'ai ma maman qui avait vraiment des troubles cognitifs en vieillissant que j'ai dû placer. J'aime pas trop ce mot, mais elle a dû aller en EHPAD. Ça a été très lourd parce que j'étais la seule à m'occuper d'elle à cette période de la vie et à distance en plus. Voilà, et par rapport aussi à la perte de mes sœurs, puisqu'on était 3 sœurs et que malheureusement, voilà, je ne les ai plus. Il y en a une qui est décédée du cancer et une autre du sida, alors qu'elle était étudiante dans la fin des années 80-90, voilà. Je pense que tout ça aussi, ça fait réfléchir sur qu'est-ce qu'on... Enfin, on veut vraiment se sentir utile, quoi. Je comprends le prendre soin, là. Vraiment, le switch, il était tout à fait... le changement important que tu as pu faire, il était vraiment motivé. Mais comme beaucoup de mes invités dans le Sweet Papy podcast... quasiment tous ont eu quelque chose qui a un moment ou un autre fait qu'ils avaient envie de se diriger vers le soin, vers les personnes âgées. C'était une transition de vie. Est-ce que ça change quelque chose quand tu vas toucher une personne qui est plus jeune, une personne qui est en situation de handicap, une personne âgée? Est-ce que tu décides de faire autrement à chaque fois? Oui, bien sûr. Et je dirais même, alors c'est vrai, le toucher
Il est là dans toutes mes actions, mais effectivement, Anne, je vais l'adapter en fonction du public que j'ai en face de moi. Si je pense par exemple aux personnes âgées, et même dans le public âgé, le toucher sera pas forcément le même avec, par exemple, une personne âgée qui est encore autonome et une autre personne âgée qui, au contraire, commence à entrer en fin de vie, par exemple. Comme je le disais tout à l'heure, chez les personnes âgées, la peau est très très fragile, donc va avoir un toucher qui va être très doux, hein, ne serait-ce qu'au niveau des massages. On appellera ça plutôt des effleurages. D'ailleurs, les personnes âgées, par exemple, dans tout ce qui est fleurage, massage, elles adorent, par exemple, les effleurages au pinceau. Ah oui, Voilà, d'accord, tu utilises donc des toucher, instruments. Oui, oui, alors d'accord, super. pas souvent parce que y Ouais, a rien de mieux que le toucher ouais, de peau à peau, ouais. mais au niveau d'un gros pinceau de maquillage, ça a beaucoup d'effet sur les personnes âgées et les personnes aussi qui sont alitées, hein, qui sont vraiment très fragiles, très faibles. On va suivre des personnes sur plusieurs séances. On va pas juste faire un soin comme ça une fois sur une personne. Donc ce travail de suivi, il est très important aussi parce qu'il y a ce lien de confiance qui va s'établir et nous, on va pouvoir vraiment travailler au mieux sur un soin touché qui va évoluer au fil des soins. Ça passe obligatoirement, entre guillemets, par une sorte de bilan, de visualisation de comment est la personne. Oui. D'ailleurs, oui, tout Et à ensuite, fait. j'imagine, bon, le toucher, la partie professionnelle que tu peux faire, et derrière, un nouveau bilan pour pouvoir transmettre peut-être aux équipes ce qui s'est passé quand tu le Bien fais dans sûr. une structure. C'est effectivement, c'est important que tu mentionnes le mot équipe. Le travail de la psychosocio-esthéticienne, c'est vraiment un travail en équipe, hein. On n'est pas du tout un électron libre qui travaillons comme ça. On arrive dans la structure, hop, on fait notre soin et puis on repart. Et avant, pendant et après, va me diriger vers une personne en me disant voilà, cette personne-là, elle a en ce moment, voilà, elle a tel problème et ça serait bien de travailler sur par exemple un soulagement des angoisses, ou alors parce qu'elle est particulièrement angoissée en ce moment, ou alors un autre objectif, elle s'isole complètement, il faudrait un peu réinitier un lien social avec la personne pour éviter voilà une dépression plus profonde. Et après, il y a aussi l'après-soin, c'est-à-dire que par exemple quand j'interviens dans une structure, à la fin de la journée, je vais voir la responsable de l'équipe. Alors ça peut être soit un cadre de santé, soit la psychologue, ça va dépendre des structures, et je vais leur faire un petit récap sur comment s'est passée la journée auprès des différentes personnes. Moi, je vais leur signaler certains points importants, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que j'aime bien préserver quand même ce lien que j'ai avec les personnes fragilisées qui ont souvent tendance à se confier davantage à moi qu'auprès d'une équipe médico-sociale. Ne serait-ce que le sujet de la mort. Voilà, comme tu sais, c'est un sujet qui est difficile à aborder. Et parfois, des personnes âgées, elles ont du mal à en parler à leurs proches. Parce que voilà, les proches redoutent ce moment de la vie et elles veulent un peu occulter ce genre de conversation, pensant que ça ferait du mal aussi à la personne âgée, mais en fait, ça fait du bien d'en parler de la fin de vie, parce que ça fait partie de la vie. Nous, au contraire, on va pas freiner cette conversation, on va l'engager. En douceur, bien sûr. Et on n'en parle pas pendant des heures non plus, mais on en parle et puis parfois on en parle aussi avec humour. C'est étonnant qu'on parle de ça parce que je réagissais en me disant mais finalement quand on décède, hein, la première chose qui se passe c'est quand même le soin sur le corps.
Ouais, c'est vrai, c'est C'est le vrai. soin. Et j'y pensais en me disant, mais oui, moi je sais que Sweet Mamie aimait bien qu'on lui mette de la crème, qu'elle sente bon. Elle se Mmh. maquille toujours. Mmh. Elle fait attention, elle met du rouge à lèvres. Elle se fait encore les ongles toute seule à 93 ans. Mais c'est Super. sûrement quelque chose auquel je ferai très attention le jour où elle partira. C'est le Oui, soin. oui, oui. Avec quel soin on prendra soin d'elle. Oui, oui, c'est vrai, c'est très important Mhm. d'y penser. Est-ce que, à un moment ou à un autre, tu penses avoir fait une gaffe avoir dit des choses qu'il fallait pas ou touché d'une manière qui avait gêné ou quelque chose qui finalement tu t'es dit oh mince j'aurais pas dû faire ça. Je suis en train de réfléchir. Je fais vachement attention. Ah bah oui mais tu peux ne pas en avoir fait finalement tout à fait. Non, après il faut faire très attention, par rapport à leur vécu, faut pas être très intrusif dans les questions. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'en même temps, il faut créer un lien social, il faut créer un certain échange. Parfois les équipes nous donnent pas beaucoup de détails sur les personnes, donc on a besoin quand même de certains éléments pour essayer de détecter un peu leur, environnement, social, Ça veut dire que tu te faut fais des faire petites attention fiches. à ça, faut pas. Oui, alors moi j'ai des carnets, j'ai Voilà. une C'est là collection que de carnets. je voulais en venir à ça aussi, c'est-à-dire pour éviter la J'ai plein de gaffe. carnets. Oui, oui, j'ai plein de carnets où je note après chaque séance comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, etc. Et puis pour garder des informations sur le entre guillemets le profil des personnes. Et puis quand je les revois, je reprends mon petit carnet, je relis ce qu'on avait dit la dernière fois, etc. Oui, faut essayer de créer un échange sans être trop intrusif sur des questions personnelles comme est-ce que vous avez des enfants Oui. parce S'ils que en parlent pas. voilà, c'est ça, ça peut être compliqué. Soit c'est une personne qui a voulu en avoir et qui a pas pu en avoir, soit c'est une personne qui a des enfants mais qui est complètement en rupture de lien avec. Je dirais c'est ça, faut faire attention de pas être trop intrusif. Si on devait résumer un petit peu ce que tu as dit, on reprend ce qu'on retrouve dans ton site internet. Et puis je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais si on devait en 2-3 points dire quelles étaient les choses les plus importantes par rapport à la socio-esthétique, c'est quoi pour toi ? La socio-esthétique, en fait, c'est le toucher. Hein. La base de notre métier, c'est le toucher. Il y a différents touchers, mais alors c'est surtout le toucher pathique et empathique que l'on va utiliser dans nos soins. Mais il y a aussi le toucher ergotique, le toucher gnostique, mais c'est surtout le toucher bienveillant. Puis après, c'est tout ce qui est lien social, personnalisation du soin, parce que chaque personne est différente et nous on va faire notre soin en fonction du vécu de la personne, de sa personnalité, du moment où elle se trouve en ce moment dans sa vie. Énormément d'écoute active. Ben merci beaucoup Ariane, j'espère que cette Je t'en prie interview Anne, ça t'a m'a fait très plu. plaisir. Très Et, plaisir d'échanger avec toi. et vraiment je pense qu'on a donné pas mal d'informations sur ton métier. C'est important parce que moi, les femmes que je rencontre, je ne sais pas s'il y a des hommes, mais il doit y en avoir. On n'en a pas parlé, mais il y a des hommes, et Voilà. même parfois dans certaines structures, j'ai Voilà. plus d'hommes que de femmes. Tout à fait, il y a Mais des oui, hommes, comme il y a des hommes c'est infirmiers, aides-soignants, etc., voilà. qui sont souvent exceptionnels aussi parce que c'est pas un monde facile, on le Ah, sait. tu parlais du métier de socio-esthéticien. Oui, du métier de Ah non, socio-esthéticien. malheureusement, j'en connais qu'un, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Ouais. plus d'hommes. Non, je parlais du public, Anne. On retrouve des métiers d'hommes à l'EHPAD Oui, ou dans mais les ça serait structures, bien etc. qu'il y en ait, Mais en ça serait bien qu'il y en ait socio-esthétique, davantage. voilà. Ouais. Ouais, Bah oui. ouais. Ouais. Après Mais en tout tout. cas, je suis très contente que, par exemple, quand tu m'as dit qu'il y avait une socio-esthéticienne dans l'EHPAD où se trouve un de tes papis, Oui. j'en suis ravie parce qu'il y a quelques années encore, c'était pas évident. Et, Ah, moi, je les voyais au tout début chez Sweet Papy 2, dans l'autre EHPAD. Je les voyais, les dames, elles venaient le dimanche, en début d'après-midi. Et malgré le fait qu'il y avait la sieste ou les choses comme ça, je voyais les dames qui faisaient la queue pour pouvoir avoir le vernis sur les ongles. Donc j'ai toujours trouvé ça très mignon. Et autant par habitude maintenant dans les EHPAD et dans les structures, il y a souvent un coiffeur qui est là, Oui. qui est sur place, où on peut prendre rendez-vous et qui vient.
Autant il n'y a pas de socio-esthéticienne systématiquement. Donc moi, je les vois, ils ont besoin d'être touchés, ils ont besoin de Tout voir à fait, autre chose, de tout à parler, voilà. Toutes les personnes âgées, elles sont de moins en moins touchées, hein. Ah oui, ouais. Parfois, il y en a qui sont touchés que par des actes médicaux. Ouais. Donc nous, on va arriver avec ce toucher bienveillant et ça a tout son sens. Ouais. Et je sais que quand j'en avais discuté avec ces dames et tout ça, c'était les odeurs aussi, parce que la socio-esthéticienne, elle mettait un petit peu de parfum, si elle souhaitait, etc. Il y a un énorme travail sur la stimulation sensorielle. Tout à fait. Surtout que les personnes âgées, elles ont toutes des troubles sensoriels. Bien sûr. Elles voient moins, elles entendent moins. Parfois, elles sentent moins, mais ça, on peut restimuler ce sens-là de l'odorat. Tout ce qui est fragrance de produits et puis le sens du toucher, évidemment, qui se stimule aussi extrêmement bien. Donc ça c'est un gros apport pour tous les publics fragilisés. Mais en tout cas, merci 1000 fois. Je vous invite vraiment à écouter attentivement cet épisode et à vraiment aller écouter aussi les autres épisodes que j'ai fait sur le toucher, parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes pour les personnes en fin de vie, justement, et les personnes âgées. C'est ce toucher et ce soin relationnel qu'on peut faire avec eux. Merci beaucoup. Le toucher est vital. Vital, tout à fait, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Anne. Si cet épisode a résonné en toi, et si tu as envie de découvrir l'univers de Sweet Papy Podcast, pense à t'abonner et à le partager autour de toi. Et tu sais, plus vous serez nombreux à mettre 5 étoiles et des avis sur Apple Podcast et Spotify, plus ma mission d'orchestrer le quotidien avec bienveillance aura de sens auprès de ceux qui en ont vraiment besoin.